maintenant, on va parler rapidement de l'intelligence artificielle, hein, puisque c'est ce dont on parle. Bon, moi, je fais depuis 35, 36, 37. Trop. Et il faut savoir que, comme je le dis souvent, on parle d'intelligence artificielle, mais il faut savoir que l'IA dont on parle aujourd'hui, elle ne s'appelait pas du tout intelligence artificielle il y a encore quelques années. Ce n'était pas du tout ça, c'était tout à fait autre chose. L'IA dont on parle aujourd'hui, elle s'appelait cybernétique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'appelle Norbert Wiener, qui a créé cette discipline dans les années 40. C'est-à-dire l'idée qu'on... Wiener était un spécialiste de l'automatique. Hein. Cybernétique, ça vient du grec kubernetes, qui veut dire le gouvernail. Et l'idée, c'est que c'est la rétroaction qui crée l'apprentissage. C'est-à-dire que tout processus doit être rétro-contrôlé pour être efficace. Et c'est le principe de base des réseaux de neurones d'aujourd'hui qui font de l'apprentissage, c'est-à-dire de la rétroaction sur les coefficients des réseaux de neurones. Donc en fait, ça remonte à très très longtemps. Et c'est pas du tout de l'IA, parce que l'IA, c'est venu beaucoup plus tard. Donc ça, c'est des gens qui ont travaillé avec Wiener, essentiellement au début. La notion d'IA et le mot intelligence artificielle, il a été inventé plus tard, en 1956, par un monsieur qui s'appelle Marvin Minsky, dont vous avez peut-être entendu parler il y a peu de temps dans le cadre d'un scandale sexuel aux États-Unis, parce qu'il a été un peu impliqué dedans. Et maintenant, il est décédé. Hein. Et donc, c'est lui qui a créé ce mot d'intelligence artificielle. Il l'a créé volontairement pour s'éloigner de ce que faisait Wiener, et dans un autre sens complètement. Et on a fait l'IA dont on a parlé dans ces années-là. C'est ce qu'on a appelé l'IA symbolique, dont vous entendez peut-être encore parler aujourd'hui de temps en temps. Vous entendez parler d'IA hybride. Ça veut dire qu'on essaie d'hybrider l'ancienne IA, l'IA symbolique, avec l'IA moderne, qui est l'IA des réseaux de neurones, celle des chats GPT, etc. Donc, au départ, l'IA, c'est complètement différent de la cybernétique, et c'est absolument pas, la cybernétique, c'est absolument pas de l'IA, et Wiener n'a jamais parlé d'IA. Au demeurant, les deux approches au début sont en totale opposition. Mais Minsky, qui est beaucoup plus malin que Wiener était un peu communiste, c'était pas très bien vu aux États-Unis dans ces années-là. Donc il va très vite réussir à éliminer son adversaire et il va couler totalement toute cette IA connexionniste pendant 20 ans. C'est-à-dire que toute la recherche sur les réseaux de neurones qui a été faite du temps de Wiener, elle a disparu pendant 20 ans, on n'a plus reparlé jusqu'à il y a une vingtaine d'années. C'est parce que ça a été complètement passé sous les ténoirs. C'est pour ça, quand j'entends des gens à la télé dire « les scientifiques disent », j'ai l'impression que les scientifiques, ce n'est pas une communauté très unie par nature, plutôt une communauté compétitive. Alors, cette IA à la mode de Minsky, cette IA qui est essentiellement une IA symbolique, elle va avoir ses grandes années entre 1960 et 1990. Et ça va être des années où, un peu comme aujourd'hui, on va promettre que ça fera tout, ça nous fera le café, le thé, ça vous nettoiera la maison, ça vous conduira à la voiture. Et ça s'est totalement effondré au début des années 90 parce que ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'on a annoncé que ça fonctionnerait et ça n'a pas fonctionné. Donc il faut se méfier parce que parfois l'histoire peut se répéter. Il faut aussi y songer. Il faut qu'aujourd'hui, que pour l'instant, on vous promet beaucoup de choses, mais des choses qui marquent vraiment, on n'en voit pas beaucoup. Donc voilà, à la fin des années 80, début des années 90, c'est ce que j'aime bien montrer dans ce petit schéma. Là, ce que vous voyez ici, je ne sais pas si le pointeur fonctionne, mais idéalement, on peut essayer. Pas très grave. Donc, ce que vous voyez ici, là, sur ce schéma, c'est l'utilisation, en bleu, du mot cybernétique. Donc, vous voyez, c'est largement dominant jusqu'à la mort de Norbert Wiener en 67. On ne parle quasiment pas d'intelligence artificielle. L'IA, ça commence à démarrer milieu des années 50, et puis ça va connaître son pic à la fin des années 80, milieu 86-87, et après c'est la descente vers l'enfer, à tel point qu'au milieu des années 90, vous alliez dans les universités, il n'y avait plus rien qui s'appelait intelligence artificielle. Hein. Moi qui étais, on peut vous dire que tous les gens qui avaient prétendu faire de l'IA dans les années 80, dans les années 90, c'était plus du tout ça. On faisait de la vie artificielle, du multi-traitement, tout ce que vous voulez, mais on avait tout repeint d'une autre couleur. C'était plus à la mode, il fallait plus en parler. Et pendant ce temps, on voit apparaître très lentement le mot réseau de neurones, que vous voyez en orange, qui n'aura pas autant de succès qu'on peut le penser. Mais ce qui est intéressant, c'est que jusqu'en 2007, le grand mot qui est à la mode aujourd'hui, qui est machine learning, parce qu'aujourd'hui, les réseaux de neurones, c'est que du machine learning, vous entendez parler que de ça. Mais jusqu'en 2007, il est quasiment apparu, on n'en parle presque pas. Donc attention aux effets de mode. Hein. Les choses arrivent parfois et pas toujours comme on les attend.
Donc l'IA, qu'est-ce que c'est? C'est un gros bordel. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous avez un bout, c'est l'IA symbolique que vous avez en rouge. Donc ça, c'est l'IA de Minsky, où on a ce qu'on appelle les modèles cognitifs. Tout ce qui a été fait autour des langages comme Lisp, Prolog, les systèmes de règles, et dont on parle encore aujourd'hui. Il y a des choses très bien là-dedans, hein, mais c'est plus très à la mode, même s'il faudrait peut-être y revenir un peu. Il y a toute la partie vie artificielle qui s'est développée dans les années 90, qu'on appelle les algorithmes génétiques, la programmation génétique, qui sont des techniques qu'on utilise toujours aujourd'hui et qui sont complémentaires des réseaux de neurones. Mais là, on fait de l'apprentissage de règles, de l'apprentissage automatique de règles, au lieu de faire de l'apprentissage automatique de coefficients. Donc, ça permet d'avoir une explicabilité qu'on n'a pas avec les systèmes de réseaux de neurones. Vous avez des systèmes d'agents qui sont des techniques un petit peu différentes, où vous avez des agents qui interagissent entre eux pour faire émerger des comportements intelligents. Donc ça, c'est aussi des techniques qui se développent dans les années 90 et qu'on continue d'utiliser aujourd'hui. Et puis, vous avez le gros paquet qui s'appelle apprentissage, ou machine learning. Ça, c'est tous les trucs à la mode, les chats GPT, les réseaux qui vous font du diagnostic et tout ce que vous voulez. Globalement, tout l'apprentissage avec deux grandes catégories à l'intérieur, le supervisé et le non supervisé. Ce dont on parlera aujourd'hui, c'est essentiellement le supervisé. Et donc, supervisé, il n'y a pas tant de gens que ça qui en faut. Donc, ce retour des réseaux de neurones, du connexionnisme, de l'apprentissage, du machine learning, ça apparaît globalement dans les années 80, très lentement, mais à bas bruit. Une des personnes qui va être fondamentale là-dedans, c'est un Français, il s'appelle Yann Lequin. Aujourd'hui, c'est le patron de la recherche chez Facebook Meta. C'est lui qui va inventer l'algorithme de rétropropagation du gradient, qui est l'algorithme fondamental d'apprentissage sur les grands réseaux de neurones. Ça avancera très lentement dans les années 80-90 parce que les réseaux de neurones ont besoin d'architecture matérielle spécifique qui n'existe pas encore et qui apparaîtront plus tard. Sinon, ça n'avance pas assez vite. J'aime bien cette petite citation de 2016 qui a été faite par un membre de DeepMind. DeepMind, vous savez, c'est la société qui a relancé toute la mode de l'IA avec la victoire de son programme de Go, AlphaGo, et qui a lancé toute la mode actuelle. Et donc, un des membres de cette équipe qui a gagné ce challenge, qui s'appelle George Van Andrich, en 2016, quand ils ont gagné, il a dit, il y a 4 ans, quand je voulais faire de l'IA, on m'a dit de ne pas en faire parce que ça n'avait aucun avenir. Donc, si vous voulez, encore une fois, il faut bien comprendre que c'est une mode récente. C'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est que c'est très récent et que, comme toute mode récente, ça peut être aussi, il y a beaucoup d'effets de mode. Donc là, c'est pareil, hein, c'est les mêmes courbes que tout à l'heure dont je vous parlais avec les mots intelligence artificielle, machine learning, et vous voyez qu'à partir des années 2015-2016, il y a une sorte d'explosion du deep learning qui correspond exactement à la victoire d'AlphaGo, le fameux programme de Go, lors du championnat du monde. Il faut savoir que les jeux ont toujours intéressé beaucoup les informaticiens. Il y a eu la fameuse victoire dans les années 90 de Deep Blue contre Kasparov qui avait lancé une grande note d'une autre forme d'IA, qui était ce qu'on appelle l'IA pragmatique ou l'IA de la force brute. Donc ça, c'est un petit peu la date qui montre l'arrivée de ces techniques. Un petit mot encore, comme je le disais, pourquoi aujourd'hui il y a tant d'IA et pourquoi il n'y en avait pas avant? Ça a évolué, mais surtout, on a des cartes graphiques. Alors ça peut faire rire, mais c'est parce qu'il y a eu des cartes graphiques qu'on a fait de l'IA. Parce que les cartes graphiques qui n'ont pas du tout été conçues pour ça au départ sont des systèmes qu'on appelle SIMD, Single Instruction Multiple Data, c'est-à-dire que sur une carte graphique, vous pouvez faire 1 million de calculs en parallèle, c'est-à-dire multiplier 1 million de coefficients. Vous pouvez faire la même instruction en un seul temps d'horloge sur 1 million de données, 2 millions ou 3 millions suivant la carte. Et les réseaux de neurones, ça a besoin de ça. Ça a besoin de faire des multiplications très rapides. Et donc, on a créé les cartes graphiques au départ pour des jeux, et à l'arrivée, on en a fait des réseaux de neurones. Et c'est ça qui a créé et qui a fait arriver les réseaux de neurones modernes. C'est l'arrivée de ces cartes pour gamers. Donc, l'autre élément fondamental de l'arrivée des réseaux de neurones, c'est tout ce qu'on a appelé le big data. Comme je vais vous le dire aussi très rapidement, les réseaux de neurones, avant tout, ça fonctionne sur de la donnée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'algorithme dans un réseau de neurones, vous ne savez pas ce qu'il fait. On lui donne des données et à partir des données, il fabrique un modèle que vous ne connaissez pas, qui est un modèle qui est complètement intégré à l'intérieur du système. Et pour faire des bons modèles, il faut beaucoup de données. Et la raison aussi pour laquelle les réseaux de neurones ont explosé dans ces années-là, c'est parce que le monde s'est numérisé. On a vu arriver Internet et toutes les bases de données énormes qui existent aujourd'hui.
Et bon, Shoshu fait partie de ceux qui ont eu le prix Turing, hein, qui est l'équivalent du prix Nobel en informatique pour ses travaux sur les réseaux de neurones. Et ce qu'il dit là, c'est que, alors, encore une fois, c'est des ordres de grandeur, hein, ça ne veut rien dire. Mais ça veut surtout dire quand même que si vous voulez faire de l'IA avec une base de malades, il ne vous faudra pas 100 malades. Il en faudra beaucoup plus. Il faut des milliers de cas. Alors évidemment, ça dépend de la complexité de ce que vous voulez apprendre, mais il faut beaucoup de cas pour faire un apprentissage efficace, parce que sinon, ça ne marche pas. Camille pourra en parler sur les lames, parce que je crois qu'il lui, il en a fait 4000. Il a pu tester. Alors, comment ça marque l'apprentissage sur les réseaux de neurones? C'est ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé, donc ce dont on parlait tout à l'heure. Vous avez une base d'exemples. Vous présentez la base d'exemples au réseau en lui disant, sur tel cas, tu dois trouver tel résultat. Au départ, le réseau, il fait n'importe quoi, c'est-à-dire il vous crache des résultats qui n'ont rien à voir. Et puis, au fur et à mesure, il s'améliore, il se corrige, c'est ce qu'on appelle la rétropropagation, il modifie ses coefficients jusqu'à vous sortir la valeur que vous attendez. Donc, l'exemple que je donne régulièrement, c'est un truc très bête, hein, c'est comment on apprend une table de multiplication. Pour apprendre une table de multiplication, il suffit d'un réseau dans lequel vous avez 8 neurones, même 7 neurones, ça suffit. Donc, vous avez quasiment très très peu de coefficients, hein, parce que là, dans ce cas-là, par exemple, ce neurone-là, il n'a que 2 poids qui correspondent à ces 2 entrées, plus ce qu'on appelle un coefficient de biais. Donc, il a 3 coefficients. Donc, vous pouvez prendre une table de multiplication avec une vingtaine de coefficients. Il faut savoir qu'un système comme ChatGPT, il a quelque chose comme 1000 milliards de paramètres. Que ce n'est pas tout à fait la même chose, pas les mêmes dimensions. Mais avec ça, vous apprenez en quelques instants une table de multiplication. Là, je vais vous faire la démonstration, ça va tourner. Donc, le système est en train d'apprendre. Et à la fin, il aura appris la table de multiplication. Et ce qui est formidable sur les réseaux de neurones, et c'est ça qui les rend un petit peu magiques, et c'est aussi ça qui est dangereux, c'est de croire que c'est magique, parce que ça n'est pas du tout, c'est qu'une fois qu'il a appris, vous pouvez lui poser une question sur quelque chose qu'il n'a pas appris. Là, je lui ai fait apprendre les tables de multiplication, mais de 2 en 2, 0,1, 0,3, etc. Donc, je lui ai appris que quelques tables. Et là, je lui demande de multiplier 25 par 75. Ça, il ne l'a pas appris. Et il me donne un résultat qui est presque juste. Il me dit que c'est 1867, alors que le bon résultat, c'est 1875. C'est ce qu'on appelle la capacité de généralisation. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt et aussi toute la fascination qu'ont les gens pour les réseaux de neurones, c'est cette capacité de donner des réponses à des questions qu'ils ne connaissent pas au départ, simplement en généralisant le modèle à partir de ce qu'ils ont pu apprendre. Voilà. Alors après, donc ça, en maths, on appelle ça des approximateurs universels. Hein. C'est-à-dire que c'est des systèmes, s'ils ont suffisamment de précision, ils peuvent apprendre n'importe quelle fonction dans la topologie de la convergence convexe. Bon, à partir de là, le réseau, ce qu'il détecte, c'est des corrélations. C'est-à-dire, il va vous construire des modèles à partir de ce qu'il a appris, mais il n'y a jamais de causalité. Donc, la seule chose qu'il va détecter, c'est des corrélations entre les exemples qu'on lui a fournis, et il va vous construire un modèle de corrélation. Il y a un mathématicien très connu qui s'appelle Terence Tao, qui a fait une très belle conférence sur le sujet, où il montre comment il a utilisé l'IA pour trouver une corrélation sur la théorie des nœuds, et une fois que l'IA lui a montré cette corrélation, il a pu, lui, la démontrer. C'est-à-dire que l'IA lui a donné une idée en lui disant peut-être que ça, c'est une bonne corrélation que tu n'avais pas vue, et à partir de là, lui, il a utilisé les outils mathématiques nécessaires pour faire la démonstration. Mais l'IA est incapable de faire une démonstration. Elle va juste vous proposer un truc parce qu'elle croit l'avoir observé. Parfois, elle se trompera complètement. Par exemple, il existe en maths un problème très célèbre qui est la conjecture de Polya. Il faut faire des calculs jusqu'à plusieurs centaines de milliards pour prouver qu'elle n'existe pas. Si vous voulez, il y a un outlier qui se trouve à 100 milliards de calculs. Ça, l'IA ne le verra jamais. Donc, elle ne pourra jamais penser que la conjecture de Polya est fausse. Donc, il faut être très prudent sur l'utilisation de ces techniques. Les réseaux de neurones, c'est bourré de fausses-trappes, d'erreurs. Et enfin, moi, je review régulièrement des papiers que je trouve dans les revues médicales. Et très souvent, le problème, c'est qu'on voit des médecins qui n'ont jamais fait d'IA de leur vie. Ils attrapent un paquetage Python dans un répertoire, ils prennent des données, ils font tourner. Et ils ne se rendent pas compte de tous les ennuis qu'il y a à utiliser des données si on ne les a pas préparées à l'avance. Donc, typiquement, il y a tous les problèmes de sous-échantillonnage, de dépendance à l'initialisation, les dépendances à l'architecture, le surapprentissage, les biais d'association, etc., etc. Il y en a une infinité. Donc, on ne peut pas se lancer dans l'IA en croyant qu'on prend un paquetage, on prend des données, on fait tourner, on a un résultat. Ça ne fonctionne pas. C'est très technique.
avec énormément de choses trappes et d'erreurs. Et j'aime bien ce petite représentation qui a été faite par le département de la Défense. L'IA, c'est impressionnant statistiquement, c'est-à-dire sur plein de résultats, il va vous en trouver plein de corrects, mais parfois, il fait des grosses bourdes. Et vous ne savez pas pourquoi il fait une grosse bourde. Camille en parlera peut-être, mais il faut parler avec Robin, qui est son thésard et qui est notre data scientist. Sur certaines des images qu'il a, parfois, il identifie les zones comme étant tumorales, alors qu'en fait, dessus, c'est de la classe. On ne sait pas pourquoi. Comme ça. Et on ne sait pas et on ne peut pas expliquer. Et ça, c'est très embêtant. Ensuite, vous avez plein de biais. Bon, le biais de représentation, on l'aime bien, parce que c'est un article qui a déjà quelques années. En fait, si vous apprenez à un réseau à reconnaître ou à faire certaines choses et que votre dataset est déséquilibré, vous allez lui apprendre à faire des choses complètement stupides, du genre faire disparaître des tumeurs. C'est-à-dire que même si la tumeur est là, il ne la voit plus. Et il la fait même disparaître. Ou au contraire, si vous apprenez avec un dataset qui est déséquilibré dans l'autre sens, il va vous faire apparaître des tumeurs. Donc, il faut que le dataset soit parfaitement préparé, équilibré. Il faut faire de l'augmentation de données. C'est pas de la magie, l'intelligence artificielle. Ça peut avoir plein d'hallucinations. Il croit avoir des choses qui n'existent pas. C'est très fréquent. Là, en colonne, les 5 carrés rouges que vous voyez, pour un réseau classique de reconnaissance de caractère, c'est des zéros. Il n'y a aucun zéro. Il y en a jamais eu. Et lui, il y croit dur comme fer, à 99%. Donc, en fait, c'est une mécanique qui fonctionne bien quand l'erreur n'a pas d'importance. C'est toujours quelque chose à laquelle il faut penser. C'est des systèmes qui sont fragiles et qui fonctionnent bien quand l'erreur, finalement, n'a pas d'importance critique. Donc, comme on le dit souvent, typiquement, ça vous aide sur des tâches répétitives. Donc, ils savent faire des choses, mais que derrière, il faut toujours un contrôle humain pour être certain que le système n'a pas fait n'importe quoi. Donc, il y a eu plein d'exemples classiques. Par exemple, sur le Covid, comme je dis souvent, il y a eu 2000 papiers qui ont été publiés sur l'utilisation de l'IA pour faire de la détection du Covid sur les radiographies. Il y a une méta-étude là que je cite. À l'arrivée, il n'y a aucun papier sur les 2000 qui vaut quoi que ce soit. Ils sont tous faux. Donc, ce n'est pas très brillant. Il y a d'autres cas que Camille connaît bien sur les mélanomes, où vous prenez un réseau, vous prenez l'image d'origine, il suffit de la tourner pour qu'un cas qui est détecté comme bénin à 95% devienne malin avec une probabilité de 95%. Il y a plein d'autres publics qui ont été faits sur l'utilisation des radiographies qui montrent que les systèmes ne fonctionnent pas si bien que ça. Donc là, je vous ai mis les références des publications. Ça marche pas terrible. Là, c'est un autre exemple sur les cancers du sein. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas terrible non plus. Il y a un exemple aussi célèbre qui s'appelle IBM Watson, qui était un système vendu par IBM qui devait faire des miracles et qui a été finalement revendu en 2022 en petite quantité, qui n'a jamais rien fait d'utile. Donc en fait, les fake algorithms, comme on dit, c'est pareil que les fake news de Donald Trump. C'est-à-dire c'est des systèmes qu'on va essayer de vous vendre en vous disant que ça fera bons et merveilles, alors qu'en pratique, c'est pas formidable. Il y a des fois où ça marche. Il y a très souvent des fois où ça marche pas. Où ça marche à peu près. Le problème, en fait, c'est pas de savoir si ça marche ou si ça marche pas, c'est de savoir où ça marche. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que c'est des systèmes qui vont fonctionner sur certains cas, mais pas sur d'autres. Et qu'il faut savoir où on les applique. Et c'est ça toute la difficulté. Donc, je vais juste vous donner quelques exemples. Ok, fini. C'est là, voilà. C'est l'avant-dernière slide. Donc, typiquement, les endroits où ça peut fonctionner, certains d'entre vous, et c'est là qu'on vous lit au CHU quand on utilise Dragon Dictate, derrière Dragon, qui est un outil donc, de reconnaissance vocale pour la saisie, c'est de l'IA, de la vraie IA. Il y a des réseaux de neurones, tout ce qu'on veut. Ça n'empêche que les gens s'en servent sans même s'apercevoir souvent que c'est de l'IA, ni même y penser, et qu'un certain nombre râlent parce que ça ne marche pas bien. Et l'exemple même de l'IA, c'est-à-dire que ça marche en moyenne, mais il faut quand même corriger parce que c'est pas terrible. Sur l'aide à la segmentation, il y a plein de choses qui ont été faites qui sont très intéressantes et qui aident à dégager le praticien d'un certain nombre de tâches répétitives sur la segmentation. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière pour vérifier. Et puis pour les extractions automatiques de variables, par exemple dans les comptes rendus, et pour l'aide de rédaction automatique de lettres de consultation ou de comptes rendus de consultation, il y a aussi des systèmes qui existent et qui marquent plutôt bien, mais toujours avec la nécessité d'avoir un contrôle humain qui va passer derrière pour vérifier que tout se passe correctement.
Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça, juste vous dire que j'aurais pu vous parler de plein de choses, mais que je ne le ferai pas. Voilà. Donc tout ça, ça reste dans le domaine des questions que vous pourrez poser si vous avez le temps, mais j'en suis pas sûr, et je vais passer la parole. Suivant. Merci beaucoup. Donc, Franck Delaunay, moi je suis un des chirurgiens maxillofacial au CHU de Toulouse. Je suis praticien hospitalier. Ma spécialité est très friande de technologie, donc même si en pratique, à ma connaissance, il n'y a pas d'application de l'IA en chirurgie au CHU de Toulouse, je suis intéressé par le sujet. Donc on est au CHU, il y a beaucoup de jeunes, donc j'ai fait comme les internes, j'ai demandé d'abord à ChatGPT ce qu'il pensait de l'apport de l'intelligence artificielle à la chirurgie. Et il fait une réponse qui est celle-là, où il divise en plusieurs axes l'apport de l'intelligence artificielle sur notre pratique quotidienne. Pardon, sur notre pratique quotidienne. J'ai essayé de pas suivre le plan de ChatGPT et bon, bien sûr, on n'échappe pas aux histoires de définition. Et comme mes collègues, je suis revenu à la base, c'est-à-dire mon métier, la chirurgie. Je suis allé me plonger dans le Larousse, qui donne cette définition-là, donc les cycles médicaux, qui consiste à pratiquer à l'aide d'instruments ou manuellement des actes opératoires sur un corps vivant. C'est la chirurgie sur le Larousse. Moi, ce qu'on m'a appris, c'est que la chirurgie, c'est avant l'acte chirurgical, la préparation, pendant l'acte chirurgical et après la chirurgie, le suivi du patient. Donc, j'ai décidé de vous parler de l'intelligence artificielle, de quelques travaux qui étaient publiés sur ces différentes thématiques qui sont l'enseignement, la planification, la chirurgie guidée, l'aide à la position préopératoire et la suite des événements perspectives à avoir. Il y a finalement assez peu de publications sur le domaine de la chirurgie oncologique et l'intelligence artificielle, une quarantaine de publications sur PubMed. Je suis tombé sur des projets de recherche avec la filière intelligence artificielle et cancer qui est financée pour l'objectif de mettre à disposition des outils d'intelligence artificielle à la médecine et donc à la chirurgie. Voilà, donc dans les quelques publications que j'ai trouvées qui me semblaient intéressantes, notamment sur la partie enseignement, il y a cette étude-là où ils ont en quelque sorte tenté de mettre à disposition des étudiants des moyens de pouvoir apprendre leur métier de manière pertinente. Donc, ils ont exposé des bouts de vidéo de leur laryngectomie totale, c'est l'image que vous voyez ici, à des chirurgiens confirmés, des chirurgiens seniors, en leur demandant de repérer les structures anatomiques d'importance sur ces images, donc le nerf récurrent et l'endroit où il faut faire la section. L'apport de l'intelligence artificielle là-dessus était le fait à partir de ces données-là, de faire une carte de chaleur de la position du nerf, par exemple, ou des zones à couper, qui soit une synthèse des différents avis d'experts. C'était une assez grosse étude, il y avait 136 centres qui ont participé, et ils ont tiré cet outil-là, qui est un outil d'apprentissage avec une zone illustrée de la même façon par une carte de chaleur de la zone où on peut faire l'acte chirurgical. Là, c'est pour une cholécystectomie, et les zones qui sont considérées à risque, la zone de no-go, endroit où il ne faut pas, l'endroit où l'interne, l'étudiant ne doit pas disséquer. L'intelligence artificielle, il y a eu d'autres outils qui ont été mis en place, avec un peu plus spécifiquement pendant l'acte chirurgical, qui sont la conception en quelque sorte de guide de coupe sur mesure, adapté aux structures avoisinantes pour pouvoir cibler une tumeur. Donc ici sur un rein, avec l'utilisation de l'impression en quelque sorte d'un guide 3D conçu par l'intelligence artificielle pour pouvoir cibler la tumeur en épargnant le tissu sain et en épargnant les zones à risque adjacentes.
ou bien cet outil-là que vous avez en bas à droite, pardon, cette étude-là, qui fait un peu science-fiction, en fait, en quelque sorte, c'est qu'ils ont mis un logiciel d'intelligence artificielle sur un robot chirurgical. Ils ont appris à faire des sutures et ils ont fait faire chez l'animal des sutures colocoliques qu'ils ont comparées à la suture réalisée par un chirurgien digestif expérimenté en cherchant en quelque sorte la régularité des sutures, le risque de fuite et ces éléments-là. Et ils ont conclu à la fin de leur étude que le robot peut être capable guidé par l'intelligence artificielle, peut être capable de faire mieux que le chirurgien expérimenté. Il y a un autre élément qui, moi, m'intéresse dans la pratique du quotidien, qui est l'étude que vous avez en haut à droite, où ils ont, en quelque sorte, recherché des petites variations sur certains éléments, la CRP, la kaliémie et tout un tas d'autres données pour détecter, prévoir, anticiper l'apparition d'une complication. L'apport de l'intelligence artificielle là-dessus étant le fait de pouvoir détecter des variations qui sont infimes, de créer en quelque sorte un modèle permettant de pouvoir détecter plus précocement que par la clinique l'apparition d'une complication. Et il y a cette étude qui est ici, qui est finalement assez ancienne, qui date de 2013, où ils ont pris des documents créés par le médecin, c'est-à-dire par le chirurgien, l'acte, le compte-rendu opératoire, les données de l'infirmière, et à partir de mots retrouvés dans le compte-rendu opératoire et dans les notes de l'infirmière, ils arrivent à prédire, l'intelligence artificielle arrive à prédire le risque de complications. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le chirurgien, quand il écrit son compte-rendu opératoire, il sait déjà, qu'il y a déjà des éléments dans ce qu'il raconte, dans son compte-rendu opératoire, qui permettent de pouvoir détecter la survenue d'une complication. Les perspectives, pour l'instant, on est dans les balbutiements, en quelque sorte. C'est ce qui se dit un petit peu depuis tout à l'heure, à quelques exceptions près. C'est beaucoup de financement, beaucoup de recherche pour permettre d'avoir des outils utiles au quotidien. Voilà, donc les différents éléments sur lesquels je pense qu'il y avait des choses à avoir. Il y avait pour moi les fantasmes, ce qu'on retrouve dans la littérature, dans les publications des journaux du quotidien, c'est un peu le côté un peu spectacle avec ChatGPT qui retrouve une maladie rare qui est une probabilité de 1 sur 100 000, ou bien ChatGPT qui fait mieux que les étudiants en médecine allemands aux examens. Voilà, tout ça, c'est probablement où le médecin, l'intelligence artificielle qui fait le diagnostic, qui s'occupe du traitement, tout ça, c'est un peu en quoi, enfin, on est totalement dans le fantasme. Un élément qui me semblait important, c'est le fait que la qualité de l'intelligence artificielle et des réponses qu'elle nous donne va dépendre de la qualité de données qu'on lui donne. On se souvient tous de cette intelligence artificielle de chez Microsoft qui, au fur et à mesure de la journée et au fur et à mesure des informations qui étaient données, fait finir par devenir nazi, en fait, hein, clairement, avec des propos qui étaient tout à fait inadaptés. Voilà. Il y a tout ça pour dire qu'au plan d'archéologie, on est dans la température des tensions. On va continuer en radiothérapie et bon je vais faire un peu comme l'intervenant précédent. On va reparler d'abord un petit peu de radiothérapie avant de voir un type spécifique de radiothérapie qu'on appelle la radiothérapie adaptative, et puis quels peuvent être les intérêts et les solutions que l'IA peut apporter dans ce cadre. Donc, comme vous le savez sans doute, la radiothérapie, c'est un traitement qui est de plus en plus efficace et mieux toléré grâce au développement d'un certain nombre de disciplines, notamment la physique, l'imagerie, la bioinformatique.
Et cela nous permet à chaque fois de mieux définir nos volumes de traitement et de définir de manière optimale les organes à risque autour afin de conformer la dose sur la tumeur et de mieux protéger les tissus sains. On a encore bien sûr des axes d'efficacité où il faut améliorer les choses, notamment pour la personnalisation des traitements. Et on a un grand développement des machines là, sur les 30 dernières années qui nous permettent de faire des traitements de plus en plus sophistiqués et précis. Alors, le traitement dont je voulais vous parler, c'est la radiothérapie adaptative, qui est un type de radiothérapie qui nous permet de faire de la personnalisation aux modifications anatomiques d'un patient. Ceci, c'est une réalité, puisque entre chacune des fractions de radiothérapie, vous savez que les patients ils viennent faire des séances de radiothérapie, et quand ils arrivent pour venir faire leur traitement, entre chacune des séances, ils n'ont pas forcément la même anatomie. Et ça peut concerner à la fois les volumes cibles du traitement, mais également les organes à risque. Et pour prendre en compte ces modifications anatomiques, on utilise des marges de traitement qui nous permettent de bien traiter les volumes. Alors, cette radiothérapie adaptative, justement, elle nous permet de personnaliser cette radiothérapie aux modifications anatomiques quotidiennes et elle est très utile spécialement quand il y a une grande variation volumique sur les organes à risque ou sur les volumes cibles, notamment en cas d'index thérapeutique étroit, c'est-à-dire que quand on a les organes à risque très proches des volumes cibles, et ceci afin d'augmenter l'efficacité et de diminuer les toxicités. Alors, cette radiothérapie adaptative en direct, on l'a fait depuis pas très longtemps, depuis la fin début des années 2020. Euh, alors, pour vous montrer un peu comment ça se passe en pratique. Ça, c'est un peu ce qui se passe en radiothérapie standard. Le patient, quand on veut préparer son traitement et puis après, pour qu'il puisse venir le faire, il passe d'abord des examens de préparation, qu'on appelle des examens de simulation. Sur ces examens de simulation, on va utiliser différentes modalités, mais la modalité principale, c'est le scanner, et on utilise ensuite d'autres modalités pour nous aider à la détermination de la tumeur. On va contourer, c'est-à-dire déterminer sur ces examens l'endroit de la tumeur et l'endroit des organes à risque, ce qui va nous permettre de segmenter l'anatomie du patient telle qu'elle est au moment de l'examen de simulation. Ensuite, on fait une planification dosimétrique pour conformer la dose sur les volumes qu'on aura déterminés et en essayant d'épargner les organes sains. Ensuite, le patient, il vient pour le traitement. On refait une imagerie de positionnement pour vérifier qu'il est bien positionné. Et on fait le traitement. Ça, c'est la radiothérapie standard. À toutes ces étapes, on peut appliquer des outils d'intelligence artificielle pour améliorer l'efficience des processus. Notamment, il y a tout un tas de solutions techniques commerciales qui existent maintenant pour nous aider au contourage. On fait un clic sur un scanner et on lui demande, à partir d'Atlas, de contourer, de segmenter l'anatomie du patient qu'on a, enfin du scanner qu'on a pour le patient. Pareil, on utilise de l'intelligence artificielle pour la planification dosimétrique, pour essayer d'optimiser un petit peu toutes ces dosimétries. Également, pour la vérification de positionnement, il y a des algorithmes qui sont intégrés aux machines de traitement pour permettre de manière automatique repositionner le patient. Évidemment, il faut vérifier tout ça par la suite, comme à toutes les autres phases, hein. Et puis, pour le traitement également, ça peut être intégré pour optimiser la délivrance des faisceaux ou le suivi des lésions en cours de traitement. Voilà, ça, c'est la radiothérapie standard. En radiothérapie adaptative, on a les mêmes étapes initiales,
c'est-à-dire préparation de traitement, planification dosimétrique, vérification du positionnement, mais il y a de nouvelles étapes qui s'ajoutent à la fin pour cette personnalisation anatomique quotidienne. C'est un recontourage, on redétermine les volumes cibles et les organes à risque sur l'imagerie du jour de la séance. Et une fois qu'on a déterminé ces volumes, on réapplique la dosimétrie initiale sur l'anatomie du jour resegmentée et on analyse la dosimétrie et on peut être amené à personnaliser cette dosimétrie également pour mieux l'adapter aux modifications anatomiques quotidiennes. Donc on voit tout de suite qu'il y a beaucoup plus d'étapes que sur un traitement classique. Et donc l'apport de l'IA pourrait tout à fait se faire sentir de manière beaucoup plus importante du fait du nombre d'étapes qui constituent ce type de traitement. Alors, je passe assez rapidement, ça c'est plus du domaine du spécialiste, pour vous dire globalement qu'on fait cette radiothérapie adaptative sur deux types de machines. Des machines plus conventionnelles qui utilisent l'imagerie photonique du type scanner, et puis les IRM LINAC, c'est-à-dire des machines de traitement dans lesquelles sont intégrés des modules et qui nous permettent de suivre la tumeur avec cette IRM. Alors, donc, cet acronyme SMART, c'est radiothérapie stéréotaxique guidée par IRM et adaptative. Donc, ça comprend trois grands principes. C'est la radiothérapie stéréotaxique, la radiothérapie adaptative et le guidage IRM. L'intérêt, ça nous permet de mieux définir nos volumes cibles, de mieux les positionner grâce au contraste de l'IRM. Ça nous permet de suivre la lésion grâce à des acquisitions IRM continues en cours de traitement qui nous permettent notamment de suivre les cibles mobiles avec la respiration. Et puis, on peut utiliser la radiothérapie adaptative dont je vous ai parlé juste avant. Alors, je vous montre rapidement en quoi ça peut être intéressant. Par exemple, pour les tumeurs pancréatiques, qui sont sans doute une des tumeurs les plus difficiles à traiter en radiothérapie, parce qu'on a une tumeur qui est dans l'abdomen, le haut de l'abdomen, donc qui est mobile avec la respiration, puisqu'elle est juste sous le diaphragme. En plus, elle est entourée d'organes à risque qui sont mobiles également avec le péristaltisme, puisque ce sont des organes digestifs, estomac, duodénum, intestin grêle, côlon. Et ils sont très sensibles, et la dose de radiothérapie est limitée par la proximité de ces organes à risque. Et en plus de ça, la tumeur pancréatique est très difficile à déterminer, parce que c'est plus des infiltrats qu'une réelle tumeur. Eh bien, la radiothérapie adaptative guidée par IRM nous permet de répondre à toutes ces problématiques de mobilité, d'adaptation et de personnalisation quotidienne et de meilleure détermination du volume. Voilà comment ça se passe en pratique. Là, on a une acquisition IRM 3D de simulation dans lequel on a déterminé ici un volume de traitement, vous voyez, qui est entouré d'organes digestifs, mais pas seulement. On a ici, là, les reins, le foie, etc. Donc, on a segmenté cette anatomie du jour de la simulation et on a préparé la dosimétrie. Le jour de la séance, on refait une acquisition 3D, une nouvelle imagerie du jour de la séance, et vous voyez que l'anatomie n'est pas du tout la même que celle du jour de préparation. Donc, on resegmente cette anatomie et on réapplique la dosimétrie initiale sur l'anatomie du jour. Et vous voyez qu'on ne couvre pas bien du tout. Ici, ça, ce sont la dose de radiothérapie, les isodoses. On voit qu'ils ne couvrent pas du tout le volume tumoral. Et on réapplique, on repersonnalise la dosimétrie pour retrouver une bonne couverture et une épargne des organes à risque. Je passe un petit peu rapidement pour vous montrer également cette acquisition ciné IRM en continu. Vous voyez, cette tumeur pancréatique qui est ici, qui bouge avec la respiration. Et on a des algorithmes qui sont dans le logiciel de délivrance du traitement qui permettent de déterminer si le volume tumoral est dans le volume attendu et de couper de manière automatique le faisceau quand le volume tumoral
n'est plus dans la position attendue. Donc il détermine le volume, donc il fait un contour automatique du volume, et s'il voit qu'on n'est plus dans le volume, il coupe le faisceau. Et ça se fait de manière automatique. Je passe un petit peu rapidement pour ne pas prendre trop de temps. Une autre application, je vous montre sur de l'imagerie photonique pour les tumeurs de vessie. Donc vous voyez, on n'est plus sur de l'image IRM, on est sur de l'image de scanner ici pour la planification dosimétrique. Et là, on veut traiter une vessie. Donc on voit ici sur la planification dosimétrique, on a une bonne couverture des organes à risque, et une bonne couverture, pardon, de la tumeur et une épargne des organes à risque. Ça, c'est l'imagerie d'une des séances de traitement, qui est une imagerie cone-beam CT qui ressemble au scanner, en qualité légèrement dégradée. Et donc là, le volume vésical a complètement changé. Et donc, du coup, l'application de la dosimétrie sur le volume du jour ne permet pas d'avoir une dosimétrie personnalisée. Et en quelques clics, on peut repersonnaliser ça pour réadapter cette dosimétrie. Donc, cette radiothérapie adaptative, actuellement, elle n'est réalisée qu'en centre référent en radiothérapie sur le territoire français. Et même à l'international, on n'a que quelques centres qui réalisent ça. On a la chance à Montpellier d'avoir ces deux types de machines qui nous permettent de le faire. Et on a l'impression que c'est vraiment très utile pour les patients. Mais on a un certain nombre de problématiques. Ce processus est extrêmement consommateur de temps et de ressources humaines, puisque pour l'instant, ces processus ne sont pas complètement automatisés et l'automatisation qu'ils présentent sont pas parfaites. Donc les solutions, c'est cette automatisation et l'intégration d'algorithmes d'intelligence artificielle dans les logiciels de contourage, de dosimétrie et de délivrance de traitement. Également des nouvelles problématiques qui se posent, vu que cette anatomie, elle change d'un jour à l'autre, eh bien, on peut plus on se base plus que sur la dosimétrie initiale et on se pose des questions de sommation dosimétrique auxquelles on n'avait pas avant, on se posait pas du tout ces questions-là. Donc, l'intelligence artificielle peut apporter évidemment radiothérapie classique, mais encore plus dans ce type de radiothérapie-là, du par le nombre et la complexité des séances. Et il est probable, ça c'est un peu ma prédiction, que cette radiothérapie adaptative, elle sera probablement le quotidien du radiothérapeute dans quelques années. Et elle sera vraiment cette personnalisation quotidienne grâce à l'intégration de ces outils d'intelligence artificielle, intégrés même de manière un peu silencieuse, sans qu'on le voit forcément, dans le quotidien des radiothérapeutes. Voilà, je vous remercie de votre attention. À tous. Donc moi, j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui le travail de recherche que j'ai fait au CHU de Toulouse. Mon activité de recherche principalement est centrée sur la recherche sur les leucémies aiguës myéloïdes. Il s'agit d'une maladie du sang qui touche beaucoup de sujets âgés, puisque la médiane diagnostic est de 70 ans, avec une maladie qui est très hétérogène sur le plan clinique, avec des patients qui ont diagnostiqué à un stade où c'est assez fortuit, ou alors des maladies déjà très graves au moment du diagnostic, avec des complications hémorragiques, leucostase, etc., qui peuvent amener les patients directement en réanimation. C'est une maladie qui est diagnostiquée par l'analyse d'un frottis de moelle osseuse. Donc, vous voyez ici une fonction sternale avec un myélogramme donc, qui va donner donc, un frottis de moelle osseuse. C'est ça qui va être analysé par des cytologistes pour permettre le diagnostic. Avec cet examen de moelle osseuse, on va aussi avoir des éléments supplémentaires de cytogénétique et de biologie moléculaire, avec actuellement des données qui sont vraiment massives au moment du diagnostic, puisque pour chaque patient, on va avoir le séquençage d'une cinquantaine de gènes, avec des gènes qui vont être pronostiques, des gènes qui vont être théranostiques, puisque nous avons l'émergence de thérapies ciblées depuis quelques années qui permet pour certains sous-groupes de patients d'améliorer les traitements qui étaient jusque-là confinés à de la chimiothérapie intensive, ou alors pour les patients âgés et fragiles, des chimiothérapies non intensives, des agents hypométivants. Depuis 2020, néanmoins, nous avons de nouveaux standards de traitement pour les patients qui ne sont pas éligibles à la chimiothérapie intensive et qui peuvent avoir des traitements un peu plus efficaces que les agents hypométivants seuls.
Donc, au moment du diagnostic, les hématologues se posent la question de quel est le meilleur traitement à appliquer aux patients, quels sont les meilleurs marqueurs prédictifs, et donc nous avons besoin d'améliorer nos capacités de décision des traitements dès le moment du diagnostic de leucémie myélome. Je m'intéresse à l'intelligence artificielle depuis quelques années, depuis 2021, par le biais d'une collaboration avec l'Institut de recherche en informatique de Toulouse depuis 2021, par le biais de Jean-Marc Alliot, qui m'a permis de travailler avec deux chercheurs, David Simoncini et Sandrine Mixé. Nous avons encadré ensemble, successivement, plusieurs étudiants en master, des post-doctorants, etc., sur deux thématiques principales: la prédiction du pronostic et du meilleur traitement à partir de données tabulaires, et puis l'analyse de données d'images de moelle osseuse pour essayer d'aboutir à une base de données multimodale. Donc pour la prédiction du pronostic et du meilleur traitement, je m'appuie sur une base de données que j'ai créée dans le cadre de ma thèse de médecine, qui est une base de données qui collige tous les cas de leucémie du myéloïde qui sont diagnostiqués au CHU de Toulouse, puisque c'est une pathologie pour laquelle on est vraiment très centralisé. Et donc actuellement, nous avons des données des patients depuis 2000, ce qui correspond à 3500 patients, et auxquels on peut ajouter à peu près le même nombre de patients du CHU de Bordeaux, puisqu'ils ont à peu près le même recrutement que nous. Et ils ont décidé d'utiliser la même base de données exactement que nous, ce qui permet vraiment de pouvoir fusionner ces deux bases de données. Donc 7000 patients au total, une base de données avec beaucoup d'informations, 450 colonnes pour chaque patient, avec néanmoins des systèmes qui sont conditionnels, et qui s'apparentent à un véritable registre, puisque tous les patients pour lesquels le diagnostic de leucémie aiguë myéloïde est portés sont colligés dans cette base de données, donc soit un bassin de population de 6 millions d'habitants. Donc il y a une équipe qui s'occupe de cette base de données, qui s'appelle DataMR, qui est composée de médecins, de méthodologistes, d'attachés de recherche clinique, de biologistes, ce qui nous a permis de faire de nombreuses collaborations nationales et aussi internationales. Et surtout, cette base de données est vraiment un outil très bon outil pour évaluer et améliorer nos pratiques, puisqu'on a accumulé une somme massive de données. Et c'est un registre qui est original, puisqu'il est à la fois exhaustif et à la fois extrêmement bien annoté, avec des données qui sont fiables, puisque donc on a vraiment eu l'expertise de l'unité de soutien à la méthodologie et la recherche. Donc c'était pour moi une base solide pour développer des outils d'intelligence artificielle. Donc en 2021, les travaux ont commencé avec un étudiant en master qui venait de l'école polytechnique, qui a commencé à s'amuser avec nos données, qui a pu faire des corrélations entre surtout les données de diagnostic. On s'est vraiment intéressé au moment du diagnostic. Et donc, il a mis au point des modèles pour essayer de prédire la survie globale à partir des données du diagnostic de ces leucémies myéloïdes. Donc, il a utilisé différents types de modèles, des méthodes de gradient boosting, des réseaux de neurones. Il a pu montrer que les réseaux de neurones étaient des bons modèles, les meilleurs modèles en tout cas, pour prédire la survie dans ce cas de figure. Il pouvait même essayer de réduire le nombre de systèmes qui étaient nécessaires pour avoir ce type de prédiction et dire quels étaient les facteurs les plus importants pour la prédiction, ce que vous voyez ici. Les facteurs les plus importants étaient l'âge, le taux de globule blanc, le karyotype au moment du diagnostic, etc. Il a effectué également le même type de travail pour prédire le traitement reçu chez les patients les plus âgés, qui pouvaient recevoir soit la chimiothérapie intensive, soit des traitements moins intensifs. Et là, la prédiction était meilleure, toujours avec des réseaux de neurones, avec un taux de prédiction qui était même de 90% pour discriminer entre ces deux types de traitements. Ensuite, nous avons voulu nous attaquer aux données d'image. Alors, c'est un travail qui est beaucoup plus difficile. Alors, il faut savoir que la leucémie aiguë, c'est un cancer qui n'est pas solide, c'est un cancer liquide. Donc, le myélogramme, finalement, c'est un frottis d'un liquide qui ne va pas du tout être une coupe anatomopathologique et qui va créer donc pas mal de problèmes, puisque ça va être des images qui vont être très hétérogènes. Donc là, à partir de ce moment-là, sont intervenus deux cytologistes du CHU de Toulouse, Jean-Baptiste Rieu et Alban Canali, qui ont fait un gros travail déjà de scanner des lames de myélogramme du diagnostic qu'ils avaient dans leur archive, par le biais de la plateforme d'anatomopathologie dont a parlé Camille Franchet, qui dispose d'un scanner pour obtenir des images de haute définition, donc avec ce format pyramidal qui permet de zoomer dans l'image. Et donc, on a pu scanner toutes les LAM diagnostiquées entre 2015 et 2022, qui représentent environ 1500 lames de myélogramme. Avec en parallèle les chercheurs de l'IRI qui ont mis au point une application qui est très utile pour pouvoir annoter les cellules
par les cytologistes. Donc, voici à quoi ressemble un frottis de moelle osseuse. Vous voyez que c'est une image, donc le frottis est fait de bas en haut, avec en bas une image avec des cellules qui vont être très condensées, et puis des cellules qui vont être plus aérées vers le haut du frottis. C'est cette zone-là qui va être intéressante. Donc, c'est finalement une zone assez restreinte du frottis qui va être intéressante. Ici, on zoome, donc on s'approche de la zone qui va nous intéresser. On voit qu'on arrive sur des zones où les cellules sont visibles. Donc, les cellules qui nous intéressent, c'est les grandes cellules bleues. Et là encore, il y a des cellules qui sont de bonne qualité, des cellules qui sont lysées, et également des artefacts. Donc, il y a vraiment tout un travail pour individualiser les cellules qui sont d'intérêt. Donc, suite à ça, il y a plusieurs étudiants qui ont travaillé sur ce projet pour mettre au point un pipeline automatique de segmentation et de classification des cellules médulaires. Donc, il y a un travail qui est très, très, très difficile. En fait, tous les travaux en hématologie sont faits essentiellement sur le sang. Il y a très peu de travaux sur la moelle osseuse, justement à cause de ces difficultés. Donc, ce qu'ils ont fait, et ce que continuent à faire les étudiants qui ont pris le relais sur ce travail, c'est de premièrement définir les zones d'intérêt sur ces frottis de moelle osseuse, c'est-à-dire enlever les zones qui sont trop noires, les zones qui sont trop blanches, les zones où les cellules sont trop concentrées, les zones qui sont floues, etc. Ensuite, segmenter les cellules qui sont analysables en appliquant un masque qui va vraiment venir individualiser les cellules d'intérêt. Et enfin, vous voyez ici par exemple des exemples de cellules qui ont pu être segmentées par ces masques. Et puis finalement, extraire les caractéristiques d'image de ces cellules pour permettre leur classification. Et en faisant ça, on arrive, si on demande au modèle de classer les cellules entre cellules malades et cellules non malades, donc blast, pas blast, on arrive à des taux de classification qui sont bons, puisqu'on a 94% de cellules blastiques qui sont bien classées. Et si on essaye d'utiliser plusieurs classes de cellules qu'on trouve dans la moelle osseuse, comme les érythroblastes, les monocytes, les granulocytes, les cellules lymphocytaires, on a des taux de classification qui sont environ de 80%, ce qui est plutôt bon par rapport à ce qu'on trouve dans la littérature. Et je vous montre ici, par exemple, donc c'est sur des cellules qui ont été annotées au préalable par nos cytologistes. Ici, une cellule blastique qui a été bien classée en blast. Ici également. Ici, un neutrophile qui a été classé dans la classe des granulocytes. Ici, un monocyte qui a été bien classé, mais ce n'est pas toujours aussi facile. Ici, par exemple, vous avez un blast qui a été classé par le modèle en monocyte, avec beaucoup d'hésitation entre les différentes classes. Il s'agit d'ailleurs de la cellule la plus difficile à classer en cytologie, déjà en routine. Avec ces modèles, on arrive aussi on peut aussi individualiser quelles sont les caractéristiques de l'image qui ont permis de classer la cellule dans telle ou telle classe en analysant différentes caractéristiques de l'image. Voilà, donc c'est sur quoi je travaille actuellement. L'idée, ce serait d'améliorer les modèles de prédiction du pronostic. On s'est placé au moment du diagnostic. On aimerait également que ces modèles deviennent dynamiques en intégrant la réponse au traitement, les données de maladies résiduelles, les données de greffe, de rechute, etc. L'appliquer à d'autres types de traitements comme la chimiothérapie non intensive. Et puis pouvoir faire des corrélations entre les données d'image et les données tabulaires pour obtenir la régulation multimodale. Un autre champ de recherche qui m'intéresse beaucoup, c'est la création de cohortes synthétiques. Pour l'instant, on réfléchit à se lancer là-dedans. Et donc, il y a 2 doctorants qui ont commencé leur thèse en novembre 2024 dans cette équipe. Et j'espère que ça va pouvoir continuer tous ces projets sur les leucémies du milieu. Merci pour votre attention. Bonjour à tous. Du coup, j'ai la chance de finir cet après-midi et de vous garder avec vous. On va appeler plein de choses déjà. Et moi, j'étais chargée de parler de la partie oncologie médicale. Oncologie médicale sont des pathologies extrêmement différentes, avec des modes de réflexion différents et des domaines d'évolutivité différents à l'heure actuelle. Et c'est un peu ce que j'ai retrouvé quand je me suis posé la question. Mais en général, le but qu'aimerait un oncologue médical, c'est prédire le bénéfice du traitement qu'il va administrer à son patient, éviter d'abîmer trop son patient, et donc il aimerait savoir chez qui le patient, chez qui le traitement va être toxique. Mais aussi, tous nos patients n'ont pas les mêmes besoins. Et donc, on aimerait faire des parcours de soins adaptés aux besoins de chacun de nos patients. Média, elle pourrait aussi avoir un bénéfice sur notre quotidien, mais peut-être différemment. Et
moi, c'est déjà le cas. Alors, prédire le bénéfice des traitements, pathologies différentes, réflexions différentes. Il y a plusieurs modèles qui sont sortis. L'IA, comme on l'a montré depuis tout à l'heure, la base, c'est les données. Et c'est à partir de quelles données on veut partir pour montrer quelque chose. Et donc, on peut partir de choses qui sont assez abordables. Ça, c'est l'étude qui est en haut à gauche pour prédire le bénéfice d'une immunothérapie chez un patient. Et donc, ça, c'est accessible en ligne. On met l'âge du patient, le type de cancer, s'il a déjà été traité, son taux d'albumine, c'est lymphocyte et c'est neutrophile. Peut-être ce qui manque, Camille pourra être plus pertinent que moi là-dessus. On n'a pas forcément toujours le poids mutationnel dans la tumeur. Ce sera un truc qu'on a en routine, on est d'accord. Mais bon, ça reste la seule chose qu'on n'a pas accessible. Et donc, grâce à ça, en rentrant toutes ces données, par exemple, voilà, moi j'ai mis une personne de 63 ans qui avait un cancer de vessie, qui avait une albumine, j'ai mis des chiffres et ça me donne un chiffre de prédictibilité de réponse à l'immunothérapie, ce qui peut être très intéressant pour savoir vraiment comment bien choisir nos traitements chez nos patients. L'autre papier qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans Nature Cancers et l'étude de perception qui là utilise le transcriptome des tumeurs, qui est quelque chose qui n'est plus accessible à l'heure actuelle. Mais ils ont montré que grâce à ça, on pouvait prédire la réponse au traitement et les résistances au traitement. Donc ça, ce sont des voies qui peuvent être explorées pour l'avenir. Ensuite, aussi par rapport à la toxicité des traitements, il y a cette étude qui a été faite pour essayer de déterminer chez les patients qui avaient des cancers colorectaux quels sont ceux qui auraient des toxicités. Et bon, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait évidemment savoir parce que souvent, il y a des patients qu'on estime fit sur le papier et qui, derrière, font des toxicités qu'on ne comprend pas. Et là, on ne peut plus les traiter. Et si on avait utilisé un autre traitement qui était à notre disposition, on pourrait probablement vraiment améliorer le pronostic de ces gens-là. Donc, c'est aussi une voie très intéressante. Et là, je vous parle du travail de l'équipe dans laquelle je fais partie. Là, on a essayé de modéliser les parcours de patients dans le cancer du sein. Et là, c'est un tout autre type de données parce qu'en fait, on s'est basé sur les données de remboursement de l'assurance maladie des patients qui ont été traités pour un cancer du sein localisé. Dans le cancer du sein, c'est beaucoup de patients. Vous voyez là, on avait à peu près plus de 200 000 femmes qui ont été inclus dans les données. Le cancer du sein, c'est plus de 60 000 patientes en France chaque année et il y en a à peu près 80% qui vont avoir un traitement pour une minimum de 5 ans, qui va se passer plus ou moins bien. Et l'idée était d'essayer de voir si on arrivait à mettre en évidence des facteurs dans ces données de remboursement de l'assurance maladie qui pouvaient nous aider à savoir quelle patiente allait être non adhérente ou non persistante dans son traitement, dans l'idée derrière de savoir que c'était ces patientes-là qu'on devrait plus suivre que d'autres, puisque l'adhérence au traitement dépend de pronostic. Je ne vous ai pas mis les résultats parce que ce n'était pas l'objectif du jour, mais en gros, on a montré que les femmes de plus de 70 ans qui avaient des pathologies psychiatriques étaient parfois moins adhérentes que d'autres. Comme tout modèle d'IA, ça a ses défauts, mais c'était un point de départ qui était loin de la biologie, parce que dans ce cas-là, c'est plutôt des facteurs psychiques et peut-être biologiques, mais qu'on a du mal à différencier. Donc, c'est une approche très différente. C'était pour vraiment illustrer, grâce à ces 4 exemples, qu'on pouvait faire qu'en oncologie médicale, l'IA, ça pouvait être beaucoup de choses. Et puis, en fait, il y a notre quotidien de soignant. Est-ce que, du coup, l'IA pourrait pas intervenir là-dessus? La réponse est oui. Moi, j'utilise au quotidien, je vais vous montrer ce qu'il en est. Dans la gestion des dossiers, la prise de notes, l'organisation des consultations et la génération de courrier. Moi, c'est déjà le cas et donc j'ai choisi de vous faire très bêtement des captures d'écran de mon logiciel pour vous montrer tout ce qui se passe au quotidien pour moi. Ça, c'était une nouvelle patiente que j'ai vue qui m'a amené son compte rendu opératoire. J'étais en train de réaliser le dossier.
Et donc là, j'ai juste scanné le document. Mon logiciel l'a récupéré. Il a été capable de me dire quelle était la patiente, que c'était de la NAPAT et la date du compte rendu. Et du coup, je n'ai qu'à valider derrière, savoir injecter un dossier et j'ai la bonne information très rapidement derrière. Ce qui, pour moi, plus tard, quand j'aurai besoin d'informations sur cette patiente, va me permettre de gagner beaucoup de temps. Et puis, sans compter que là, il m'aura fallu à peu près 6 secondes pour tout faire. Entre mettre le papier, récupérer le papier dans le scanner. Et ça, au quotidien, ça n'a pas de prix. Ensuite, ça, c'est la façon dont je reçois actuellement mes courriers. Du coup, j'ai regardé sur les semaines précédentes, entre les courriers, les comptes rendus d'ANAPAT et les biologies. J'en ai à peu près 70 par semaine. Et donc là, je les reçois directement. Il sait quelle est la patiente. Il savait là ce que ma consoeur, docteur Gastro-Perrin, qui est gastro-entérologue, il a su me dire que c'était une gastro. Et donc, en lisant le courrier de ma patiente, j'ai directement pu le ranger dans le dossier. Et un jour, quand j'aurai besoin de savoir ce qu'a dit la gastro, je n'aurai qu'à taper gastro dans mon dossier et ça me ressortira le document. Sans compter qu'il n'y a pas d'erreur de rangement, de classement des dossiers parce qu'avec l'être humain, ça peut arriver. Et ensuite, alors je suis gynécologue et oncogynécologue, mais là, du coup, je vous ai mis en fait la retranscription d'une téléconsultation que j'ai faite avec une de mes patientes qui est suivie pour une endométriose. Et ça, c'est sans aucune modification. C'est-à-dire que les téléconsultations, pour moi, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas patiente à l'écran, mais il faut la regarder quand même, prendre des notes. Ça demande d'être une petite gymnastique qui n'est pas toujours très facile. Et là, en fait, j'ai un assistant de consultation qui enregistre et qui, par une image générative, me fait le résumé de ce qui s'est dit. Du coup, ma téléconsultation est déjà remplie. Alors là, évidemment, je vous en ai sorti un qui est plutôt pas mal. Il y a des copies clairement, mais c'est très confortable. Par exemple, avec les nouvelles patientes, ça remplit les antécédents au bon endroit tout seul, qui fait gagner un temps fou. En gros, moi, j'estime que grâce à tout ce que je viens de vous montrer, je gagne 4 heures par semaine, qui était le temps que j'embauchais en secrétariat précédemment, dont j'ai plus besoin. En termes de charge mentale, c'est incroyable de se dire qu'à chaque fin de journée, tout est rangé, il n'en reste plus. En gros, j'ai un peu plus de 200 documents rangés par semaine, ce qui est énorme à mon échelle. Donc, j'imagine à l'échelle d'un service le temps que ça pourrait amener. Et de ce fait, on fait beaucoup moins d'ordinateurs pour remplir des choses pendant les consultes. On est plus présent, plus à l'écoute. Et pour moi, ça a été vraiment un changement très, très agréable. Donc, l'intelligence artificielle en oncologie médicale, demain, peut-être que ce sera bien, mais je crois que c'est tout ce qu'on a, on s'accorde là-dessus tous. En revanche, pour certaines choses qui ne sont pas du tout liées à l'oncologie médicale, ça peut vraiment améliorer notre quotidien et notre confort au travail, et c'est nécessaire. Merci pour votre attention.